Bienvenue à l'ultime expérience de plongée. Vous êtes sur le point de démarrer l'une des plus grandes aventures de votre vie. Devenir un plongeur autonome est la première étape d'un voyage qui changera pour toujours votre vision du monde. Peu d'entre nous deviendront astronautes pour aller explorer l'espace. Mais être plongeur, c'est découvrir l'incroyable sensation d'apesanteur. Interagir avec l'extraordinaire faune marine, accéder et découvrir des épaves. Des expériences exclusivement à la porte des plongeurs. « 75% de la superficie de notre planète est constituée d'eau. Devenir un plongeur certifié et reconnu permet d'explorer la dernière véritable frontière, l'océan. Votre certification SSI, reconnue internationalement, est votre laissez-passer pour plonger le long de ces frontières inexplorées que constituent les océans. Devenir un plongeur, c'est assurer sa propre sécurité. Pour passer du temps sous l'eau, vous avez non seulement besoin d'un équipement de plongée de grande qualité et fiable, mais également des compétences et connaissances nécessaires pour utiliser cet équipement en toute sécurité. Chez SSI, notre objectif n'est pas uniquement d'apprendre à plonger, mais de devenir un plongeur. Pour cela, nous sommes convaincus qu'il existe 4 conditions distinctes pour devenir un plongeur. Nous appelons celles-ci les règles d'or du plongeur: connaissances, compétences, matériel et expérience. Tandis que la formation développe connaissances et compétences, la seule façon d'acquérir une véritable expérience de plongeur, c'est d'aller plonger. C'est pourquoi SSI vous encourage à participer à plus de plongées en milieu naturel que ce qui est requis pour votre formation. Plus vous plongez, plus vous apprécierez ce sport. Vos opportunités de plongée ne sont limitées que par votre envie et vos capacités physiques. Vos aventures de plongée peuvent vous mener dans des endroits parmi les plus spectaculaires au monde. Vous pouvez plonger dans des récifs et le long des tombants, explorer des épaves, plonger sous la glace et observer de près de grandes et petites espèces marines. Avec votre appareil photo ou votre caméra sous-marine, vous pouvez capturer des moments exceptionnels et vous en rappeler toute votre vie. Lorsque vous aurez réalisé toutes les obligations relatives à la certification Open Water Diver, vous obtiendrez votre permis de voyage et de formation continue en plongée. Choisissez jusqu'où vous voulez aller, vous pouvez même devenir professionnel de la plongée. La famille SSI partage avec vous le plaisir d'explorer notre merveilleux monde sous-marin. Bienvenue! Le matériel et les techniques de formation ont fait d'énormes progrès depuis les débuts de la plongée loisir dans les années 50. Si bien que chaque personne se sentant à l'aise dans l'eau peut ainsi profiter du spectacle du monde subaquatique. Mais ceci ne dispense pas pour autant les plongeurs de certaines responsabilités vis-à-vis de leur corps et de l'environnement subaquatique. Lorsque vous plongez, vous ne faites pas uniquement l'expérience de nouvelles sensations. Vous soumettez également votre corps aux lois physiques. La loi la plus importante est celle concernant l'augmentation de la pression exercée par l'eau. En ce moment précis, vous n'êtes pas conscient de la pression de l'air qui entoure votre corps, car elle s'applique dans toutes les directions. Cependant, lorsque vous allez sous l'eau, le poids de l'eau devient évident. Tandis qu'un litre d'eau de mer pèse environ 1,03 kg,
L'eau douce, quant à elle, pèse 1 kg. C'est-à-dire qu'elle est environ 800 fois plus lourde que l'air. La pression de l'air se définit comme une force par unité de surface et dans le système métrique s'exprime généralement en bar et en PSI ou en atmosphère dans le système impérial. Tous les 10 mètres de profondeur, un bar ou une atmosphère de pression vient s'ajouter à la pression exercée sur notre corps. Alors que notre corps est principalement constitué de liquide, soit environ 70% de notre volume, les parties liquides sont considérées comme incompressibles pour les plongeurs. Cependant, les 30% restants sont constitués d'air qui se comprimeront et se dilateront lors des changements de pression. La loi la plus importante à comprendre en plongée est celle de Boyle. Elle indique qu'à température constante, le volume d'un gaz est inversement proportionnel à la pression qu'il subit et sa densité variera aussi. Plus simplement, lorsque la pression augmente, le volume diminue. Et lorsque la pression diminue, le volume augmente. En tant que plongeur, notez que la variation de volume la plus importante se produit lors des 10 premiers mètres ou 33 pieds. Cela signifie que vous devez réagir immédiatement aux variations de pression dès le début de vos immersions. Les cavités aériennes de votre corps subissent une compression à la descente. Une douleur peut alors apparaître si vous n'injectez pas de l'air. Par exemple, en descendant dans la partie profonde d'une piscine, n'avez-vous jamais remarqué la pression s'exerçant dans vos oreilles? Vos oreilles représentent l'une des cavités aériennes de votre corps que vous devez apprendre à équilibrer. Cette variation de pression peut provoquer des barotraumatismes. Le barotraumatisme de l'oreille est le plus commun mais aussi le plus simple à éviter. Une gêne dans l'oreille est le premier symptôme lorsque le tympan est sous pression. Cette gêne ne doit jamais être ignorée. Elle est le signe qu'une blessure peut être en train de se produire. Lorsque vous descendez sous l'eau, la pression de l'eau augmente sur le tympan et pousse celle-ci vers l'intérieur de l'oreille. Afin d'équilibrer cette augmentation de pression, il vous suffit d'introduire de l'air dans l'oreille moyenne par la tempe d'Eustache. Le secret pour équilibrer est de ne jamais attendre d'avoir mal et d'équilibrer souvent. La prévention des barotraumatismes des oreilles est simple. Pour exécuter la manœuvre de Valsalva, pincez-vous simplement le nez et soufflez doucement jusqu'à ce que la pression soit équilibrée. Ne soufflez pas trop fort et ne forcez pas l'air à entrer dans votre oreille moyenne. La manœuvre de Valsalva doit être utilisée avec précaution et seulement si les techniques de déglutition ou de mouvement de la mâchoire ne fonctionnent pas. Votre masque forme une poche d'air presque indéformable autour de votre nez et de vos yeux. Comme pour tout autre barotraumatisme, la pression augmente et le volume d'air dans le masque diminue avec un effet de ventouse sur votre visage. Pour éviter un plaquage de masque, soufflez régulièrement par le nez en descendant. Ainsi, votre masque sera équilibré. Le squeeze de la combinaison est potentiellement un problème pour les utilisateurs de combinaisons étanches. Ces combinaisons sont réellement étanches. Mais pour rester sèche, la présence d'air entre le corps et la combinaison est nécessaire. Comme pour tout autre barotraumatisme, lorsque vous descendez, la pression augmente et le volume d'air dans la combinaison diminue. Des plis se forment dans la combinaison et pincent votre peau, causant ainsi des marques rouges et des bleus. Pour prévenir ce phénomène, équilibrez la pression en injectant de l'air dans la combinaison. À présent, passons à l'équipement de plongée. La façon la plus sûre d'apprendre à plonger et de devenir un plongeur est de le faire avec son propre équipement, adapté et de grande qualité. L'équipement de plongée complet est composé de 6 sous-ensembles. Dans ce chapitre, nous aborderons l'équipement de plongée libre et de protection isothermique. L'équipement de plongée libre ou snorkeling est composé du masque,
du tuba, des palmes, du vêtement isothermique, des bottillons et d'un sac filet pour le matériel. Le masque de plongée. L'œil humain étant conçu pour fonctionner dans l'air et non dans l'eau, nous devons créer une poche d'air autour des yeux pour pouvoir voir sans difficulté sous l'eau. Votre masque de plongée est le premier composant de votre équipement de plongée libre. Il vous permet de voir sous l'eau, vous protège le visage et les yeux des irritants dans l'eau, garde votre nez hors de l'eau et vous protège un peu de l'eau froide. Il existe de nombreux types de masques, mais tous ont la même fonction. L'élément le plus important pour votre masque concerne son réglage. Choisir le bon masque nécessite l'aide de votre professionnel SSI. Le masque doit s'ajuster au contour de votre visage. Une double jupe posée sur le contour du visage est très efficace pour empêcher l'eau d'entrer. Des sangles souples et confortables maintiennent le masque en place sur votre visage. Les verres de votre masque doivent être en verre trempé pour résister aux rayures et ne pas se casser. Si vous voulez réellement profiter de votre plongée et ne rien rater, n'oubliez pas de demander à votre professionnel une boîte de rangement pour votre masque, un spray nettoyant et une solution anti-buée. Vous serez bien content de l'avoir fait. Le tuba. L'élément suivant de votre équipement de plongée libre est le tuba. Il vous permet de nager en surface sans trop d'efforts et de respirer sans sortir la tête de l'eau. Figurant aussi dans l'ensemble de l'équipement de plongée, le tuba peut permettre de nager en surface avec le matériel. Pour une respiration sans difficulté et un vidage facilité, un tuba doit être conçu dans un matériau assez souple, avec des parois internes totalement lisses, un tube de grosse section, une soupape de purge et un embout buccal confortable. Le tuba se fixe du côté gauche du masque. L'utilisation du tuba nécessite qu'il soit orienté vers le haut lorsque vous regardez vers le bas. Cette position permet au plongeur de profiter du monde sous-marin tout en respirant facilement. Les palmes. À la différence des nageurs, les snorkelers et les plongeurs en scaphandre n'utilisent pas leurs bras pour la propulsion. Les palmes fournissent 100% de leur propulsion. Elles permettent de se propulser dans l'eau sans trop d'efforts, tout en augmentant considérablement la force du pied. Il existe deux types de palmes, chaussantes ou réglables. Les palmes chaussantes sont conçues pour les eaux chaudes et sont généralement portées pieds nus. Les palmes réglables sont conçues pour être portées avec des bottillons de plongée et sont utilisées pour tout type de plongée. Le modèle réglable est ajustable pour un meilleur confort. Les palmes trop serrées provoquent des crampes et les palmes trop larges peuvent causer des ampoules ou même être perdues en palmant. Votre professionnel SSI choisira avec vous le type de palme correspondante aux plongées que vous souhaitez réaliser. Le second élément de l'équipement de plongée est la protection isothermique. Sur Terre, vous portez différentes couches de vêtements pour éviter de perdre de la chaleur. Lorsque vous allez sous l'eau, il est important de porter une protection isothermique. En effet, le corps se refroidit 25 fois plus vite sous l'eau que sur Terre. Comme vous le découvrirez dans le chapitre 2, il est donc important de rester au chaud en plongée. Les combinaisons isothermiques sont aussi connues sous le nom de combinaisons humides, vêtements secs, lycra et autres vêtements protecteurs. Ces vêtements sont faits à partir d'un grand choix de matériaux pour protéger le plongeur de toutes les températures possibles. La caractéristique la plus importante d'une combinaison isothermique est son ajustement. Votre combinaison doit vous aller comme une seconde peau, suffisamment longue aux bras, aux jambes et sur le corps. Demandez à votre professionnel SSI de vous présenter les différentes options pour le type de plongée que vous souhaitez effectuer. Les gants ou mitaines protègent vos mains du froid ou d'une blessure. En eau froide, les gants assurent la dextérité manuelle nécessaire pour manipuler votre matériel de plongée
et protège les mains du plongeur de toute abrasion ou irritation dans l'eau. Il existe différents types et épaisseurs de gants conçus pour tous les types de plongée. Cependant, les gants ne sont en aucun cas une invitation à toucher la faune et la flore sous l'eau. La cagoule. Il est possible de porter une cagoule pour obtenir plus de chaleur. Les principales pertes de chaleur se font par la tête, le torse, les avant-bras et l'aine. Ainsi, en augmentant la protection de ces endroits, la chaleur du corps peut être conservée. Le pavillon de plongée et la bouée. Certains pays exigent que les plongeurs marquent leur position sous l'eau à l'aide d'une bouée et d'un pavillon de plongée. Le pavillon de plongée signifie pour les bateaux « plongeurs sous l'eau, ralentissez et écartez-vous ». Le pavillon doit seulement être utilisé lorsque des plongeurs se trouvent réellement dans l'eau. Vérifiez auprès de votre professionnel SSI quelles sont les lois applicables aux bouées et drapeaux de plongée dans votre région. Sac-filet. Maintenant, vous vous demandez probablement comment transporter votre matériel jusqu'au site de plongée. Le sac le plus approprié est un sac-filet. Non seulement vous pouvez y ranger tout votre matériel, mais vous pouvez aussi le rincer facilement après la plongée et permettre au matériel d'être aéré et de sécher. Entretenir son matériel est important. Après chaque plongée, rincez complètement votre équipement avec de l'eau douce et faites-le sécher dans un endroit frais et aéré, sans exposition directe au soleil. Stockez votre équipement dans un endroit frais et sec, jamais dans un endroit sujet à une forte chaleur ou au froid extrême. Si vous voulez en savoir plus sur l'entretien de votre matériel, questionnez votre professionnel SSI sur le cours de spécialité SSI, technique du matériel. Le monde subaquatique est un endroit magnifique et passionnant. Les nouvelles techniques que vous apprendrez à utiliser vous permettront d'évoluer confortablement et en sécurité. Ainsi, lorsque vous nagez, vous utilisez tous vos membres pour avancer. En plongée, pour vous fondre dans l'environnement, vous positionnerez vos bras le long du corps et ce sont vos palmes qui travailleront pour avancer. Cette position hydrodynamique vous permettra de glisser sans effort sur l'eau. Ajoutez-y un masque et un tuba et vous ne ferez plus qu'un avec l'eau. Tout l'air dont vous avez besoin vous est fourni par le tuba. La vue sous l'eau change de façon unique. Il existe une illusion optique fascinante nommée la réfraction. Les rayons de lumière se courbent lorsqu'ils passent de l'air dans l'eau et grossissent les objets d'un tiers. Ceci signifie qu'un objet à 1 mètre vous paraîtra plus près et qu'un poisson vous semblera plus grand. Par ailleurs, plus nous plongeons profond, plus les couleurs chaudes comme le rouge, l'orange et le jaune disparaissent virtuellement. Votre œil ne percevra plus que des tons bleus et mauves. Cela s'appelle l'absorption. De nombreuses variables influencent la visibilité sous l'eau. La réfraction, l'illumination, l'absorption, la diffusion et la turbidité. Tous ces facteurs peuvent faire qu'un site de plongée sera différent d'un jour à l'autre. En fonction du lieu où vous plongez, la température de l'eau peut varier d'environ 0 degrés Celsius ou 30 degrés Fahrenheit à 30 degrés Celsius ou 80 degrés Fahrenheit. Vous pouvez même rencontrer une différence de température de 10 à 15 degrés Celsius ou 20 à 30 degrés Fahrenheit entre la surface et le fond. Ce changement de température s'appelle la thermocline. Votre professionnel SSI vous apportera plus de précision au sujet des thermoclines. Le son se propage également différemment sous l'eau. Le son se déplace 4 fois plus vite sous l'eau et semble venir de toutes les directions. Puisque nous ne pouvons pas parler sous l'eau, nous devons communiquer à l'aide des signes effectués avec les mains. Vous trouverez ici une illustration des signes les plus utilisés. OK, questions et réponses, ça ne va pas, monter, descendre, stop,
J'ai presque plus d'air. Révisez vos signes avant d'aller dans l'eau en les visionnant sur votre smartphone via l'application SSI. Nous avons traité de nombreux sujets dans ce chapitre. Souvenez-vous, la connaissance remplace l'inquiétude et la crainte pour la bonne information. Lors de votre parcours pour devenir un plongeur, vous pouvez avoir une certaine inquiétude quant à la respiration sous l'eau. Mais respirer sous l'eau est aussi facile que respirer en surface. La seule différence est que le gaz que vous respirez sous l'eau vous est fourni par un détendeur, faisant partie du système d'alimentation en air. Le détendeur fournit automatiquement l'air de votre bouteille à la pression ambiante, vous permettant ainsi de respirer sans effort sous l'eau. En effet, l'excitation de la première respiration sous l'eau peut augmenter votre rythme respiratoire. Mais une fois arrivé confortablement sous l'eau, vous reprendrez en main votre respiration et atteindrez un rythme respiratoire détendu et lent. Le rythme de respiration le plus efficace pour la plongée en scaphandre est une inhalation profonde suivie d'une expiration profonde et équilibrée. La clé de se détendre dans l'eau est de prendre conscience que sa respiration redevient automatiquement normale avec l'expérience. Vous découvrirez également qu'en plongée, la position de nage idéale, aussi appelée attitude, est de 15 à 20 degrés au-dessus de l'horizontale. Cette attitude permet à votre bouche et vos poumons d'être horizontaux, soit en position optimale du corps pour respirer facilement en profondeur. Votre détendeur vous fournira une quantité suffisante d'air à pression ambiante. Cette quantité est déterminée par les conditions environnementales, l'effort que vous fournissez sous l'eau et votre condition physique. La consommation d'air augmente aussi directement avec la profondeur. Plus vous plongez profond, plus vous consommez d'air. Par exemple, un plongeur à 2 bars de pression absolue, à 10 mètres, utilise 2 fois plus d'air qu'un plongeur en surface. Un plongeur à 5 bars de pression, à 40 mètres, utilise 5 fois plus d'air qu'une personne en surface. Par ailleurs, un plongeur partageant de l'air avec un autre plongeur peut voir sa consommation en air être multipliée par 2 ou plus. Le choix de votre détendeur, celui qui vous servira pour toutes les conditions de plongée, est une décision des plus importantes que vous aurez à prendre dans l'achat de votre système d'alimentation en air. Votre professionnel SSI vous aidera dans cette décision importante. L'air que nous respirons est composé d'environ 21% d'oxygène, dont nous avons tous besoin pour vivre, et de 79% d'azote. Nous ne pouvons pas respirer de l'oxygène pur sous l'eau, et vous apprendrez plus tard dans ce cours que l'azote est en fait le facteur limitant de la profondeur et de la durée des plongées. À l'instar des progrès en matière de matériel, de nombreux progrès ont été réalisés en matière de formation. Interrogez votre professionnel SSI sur les possibilités de suivre le cours de spécialité SSI Air enrichi nitrox. La première règle en plongée est de respirer en permanence. Lorsque vous êtes en plongée, vous devez respirer en permanence selon un rythme constant. Si pour une raison quelconque votre détendeur est hors de votre bouche en profondeur, vous devez toujours souffler un petit filet de bulles. La seconde règle en plongée est de remonter doucement et de garder le contrôle. La meilleure façon de contrôler votre remontée, c'est d'observer votre ordinateur de plongée. Ne dépassez jamais une vitesse de remontée égale à 9 mètres par minute. La plupart des ordinateurs de plongée possèdent une alarme de remontée indiquant une vitesse de remontée trop rapide. La troisième règle en plongée, c'est reprendre le contrôle, répondre et réagir.
Vous en aurez besoin lors des situations difficiles. Reprendre le contrôle. Retrouvez vos capacités à réfléchir et à prendre des décisions rationnelles. Répondre. Étudiez les différentes possibilités. Réagir. Choisissez la bonne réponse et agissez de façon décisive. En plongée, vous devez toujours garder le contrôle. L'appareil de respiration est appelé système d'alimentation en air. Il est composé du premier et du second étage du détendeur, de la source d'air de secours et d'une bouteille de plongée à haute pression. Le premier étage, celui-ci, prend l'air sous haute pression de la bouteille et abaisse la pression à environ 10 bars ou 140 PSI. Le deuxième étage, l'embout buccal prend l'air provenant du premier étage à une pression de 10 bars ou 140 PSI et la diminue à la pression ambiante pour correspondre à vos besoins en profondeur. Après la plongée, en particulier en eau de mer, rincez votre système d'alimentation en air et tout votre équipement à l'eau douce. N'appuyez jamais sur le bouton de purge lorsque vous rincez le deuxième étage, sauf si le système d'alimentation en air est encore fixé à la bouteille et qu'il est sous pression. La présence de sel peut gêner le fonctionnement de votre détendeur. Lorsqu'il est bien entretenu, votre matériel de plongée est comme un binôme digne de confiance. Le matériel de plongée assure votre suivi sous l'eau. Le programme d'entretien du matériel SSI est conçu de façon à maintenir votre matériel bien entretenu. Il n'y a rien de plus décevant que d'arriver sur un site de plongée et de se rendre compte que vous avez un problème de matériel. Une autre partie importante de votre équipement de plongée, un kit de pièces de rechange. Votre Dive Center ou Resort SSI peut vous aider à constituer ce kit avec toutes les pièces nécessaires pour un petit entretien sur site. Si vous souhaitez en savoir plus sur votre matériel, demandez plus d'informations à votre professionnel SSI sur le cours de spécialité SSI Technique du matériel. Il existe des bouteilles de plongée de différentes tailles et volumes et sont faites en acier ou en aluminium et pour différentes pressions. Votre professionnel SSI vous aidera à choisir le volume de votre bouteille le plus approprié selon votre taille, votre force et votre consommation. Toutes les bouteilles possèdent des inscriptions sur leur col stipulant le matériau, la date de fabrication, le volume et la pression. Il est important de comprendre ces codes inscrits sur les bouteilles pour connaître la pression et la capacité de votre bouteille. Les inscriptions sur des bouteilles anciennes ou sur les bouteilles spécifiques peuvent être différentes. Votre professionnel SSI peut vous aider à comprendre toutes ces inscriptions si particulières. Le plus important dans l'entretien de votre bouteille est d'empêcher l'humidité d'y pénétrer. Pour cela, conservez toujours une pression minimum dans la bouteille. Stockez votre bouteille dans un endroit frais et sec. Pour transporter une bouteille, placez-la avec le fond vers l'avant et fixez-la pour qu'elle ne puisse pas rouler. Maintenir la température du corps dans l'eau est un élément important en plongée. Tandis que l'air est un excellent isolant bloquant la transmission de chaleur, l'eau est un excellent conducteur. L'eau absorbe la chaleur du corps 25 fois plus rapidement que l'air. La première responsabilité de notre organisme est de maintenir le cerveau et le torse chaud. Si ce n'est plus possible, un phénomène appelé shunt sanguin se met en place, ralentissant la circulation du sang aux extrémités du corps. Bien que cela s'effectue sans problème en surface, cela peut être plus problématique sous l'eau. Comment résoudre ce problème ? Très simplement, la réponse est épaisseur, ajustement et étanchéité des coutures. L'épaisseur limite la convection, l'ajustement et l'étanchéité des coutures limitent la conduction. Puis il faut superposer des couches. Cela peut être avec un lycra, une fine polaire, une combinaison humide en diverses épaisseurs, voire même un vêtement sec. Tout dépend du type de plongée que vous souhaitez faire.
Les combinaisons humides ont une certaine flottabilité. Il faut donc porter suffisamment de lest juste pour annuler cette flottabilité. Mais n'oubliez pas que lorsque la profondeur augmente, la pression augmente également et que se passe-t-il pour ces bulles d'azote dans le néoprène? Elles se compriment. C'est la raison pour laquelle vous portez un gilet stabilisateur vous permettant de descendre, de nager correctement ou de stabiliser en profondeur, de remonter et de flotter facilement en surface. Après la plongée, lavez votre combinaison avec une lessive spécifique, rincez-la bien et suspendez-la pour qu'elle sèche. Ne la rangez jamais pliée, sans quoi des faux plis permanents peuvent se former et créer des zones dans lesquelles les bulles du néoprène peuvent éclater. Suspendez votre combinaison sur un cintre spécialement conçu et rangez-la dans un endroit sec et frais. Les combinaisons étanches sont utilisées en eau fraîche et froide. De l'air est injecté dans la combinaison par un inflateur relié au premier étage de votre détendeur par un tuyau. L'air est introduit dans la combinaison pour constituer une protection thermique et éviter un plaquage de la combinaison. À la remontée, l'air dans les combinaisons doit être évacué par une soupape. Plonger avec un vêtement sec diffère beaucoup de la plongée en combinaison humide. Si vous souhaitez essayer la plongée en vêtement sec, interrogez votre professionnel SSI sur le cours de spécialité vêtements secs. Un bon contrôle de la flottabilité fait toute la différence entre une plongée plaisante et une situation inconfortable, potentiellement dangereuse sous l'eau. De nombreux problèmes sérieux de plongée adviennent causés par un mauvais contrôle de la flottabilité. La flottabilité est la caractéristique d'un liquide poussé un objet immergé vers le haut. Il existe 3 types de flottabilité pouvant décrire un objet immergé dans un liquide: positive, négative et neutre. Flottabilité positive. Un objet moins dense que le liquide flotte. Par exemple, tout objet pesant moins de 1,03 kg par litre flotte dans l'eau de mer. La flottabilité négative. Un objet ayant une densité plus élevée que le liquide coule. Par exemple, tout objet pesant plus de 1,03 kg par litre coule. La flottabilité neutre. Un objet ayant une densité égale à la densité du liquide ne flotte pas et ne coule pas. Par exemple, un objet pesant 1,03 kg par litre est en équilibre. Il ne flotte pas et ne coule pas. Pour compenser la flottabilité positive du plongeur et de sa protection isothermique, un plongeur a besoin de lest pour descendre. La ceinture de lest ou les poches de lest sont conçues pour être larguées facilement en cas d'urgence. Le lest, en quantité nécessaire pour le plongeur, est positionné et réparti sur une ceinture largable par la main droite. Si nécessaire, la ceinture de lest peut être enlevée facilement, maintenue à distance du corps et larguée. Avec un gilet stabilisateur à lest intégré, les lests sont répartis de manière égale dans des poches intégrées au gilet. Si nécessaire, il suffit de tirer sur les poches et les plombs sont immédiatement libérés. Il est important pour votre sécurité, votre confort et l'environnement que vous ne soyez pas surlesté. Un contrôle approprié de la flottabilité est la meilleure protection de l'environnement que chaque plongeur puisse faire. Votre professionnel SSI vous enseignera comment trouver le bon lestage et comment contrôler votre flottabilité. Si vous souhaitez en apprendre plus sur comment économiser votre énergie et améliorer votre consommation en air, inscrivez-vous au cours de spécialité Perfectionnement de la flottabilité. Le gilet stabilisateur permet de flotter en surface et de contrôler vos descentes et vos remontées. Vous pouvez facilement contrôler votre descente en purgeant l'air de votre gilet stabilisateur. En descendant, votre combinaison se comprime peu à peu. Vous devez donc ajouter de petites quantités d'air dans votre gilet pendant la plongée pour maintenir une flottabilité neutre. La flottabilité neutre vous permet de remonter sans effort. Souvenez-vous simplement que si la pression diminue, le volume augmente.
Vous devrez contrôler la vitesse de votre remontée en purgeant de l'air de votre gilet stabilisateur. Rappelez-vous que les plus grandes variations de pression ont lieu dans les 10 derniers mètres ou 33 pieds. Votre ordinateur de plongée vous indiquera votre vitesse de remontée et votre palier de sécurité. Lorsque vous arrivez en surface, gonflez votre gilet stabilisateur pour obtenir une flottabilité positive. Après une plongée, ouvrez votre gilet stabilisateur par une soupape et faites couler de l'eau dans la vessie. Si vous possédez un gilet stabilisateur avec lest intégré, ôtez le lest avant le rinçage. Retournez le gilet dans tous les sens pour être certain que l'eau circule partout. Puis, tenez le gilet à l'envers, purgez vers le bas et laissez l'eau s'écouler. Séchez et stockez votre gilet dans un endroit frais et sec en le gonflant d'un tiers d'air. Le dernier élément du matériel de plongée est le système d'information. Il est conçu pour vous aider à préparer la plongée et suivre une planification de la plongée. Ordinateur de plongée, table de plongée SSI, carnet de plongée SSI Divelog. Voici comment tous ces éléments fonctionnent ensemble. Nous vivons dans un monde d'ordinateurs et la plongée récréative n'y échappe pas. Les ordinateurs de plongée s'activent automatiquement dans l'eau et commencent immédiatement à enregistrer des informations comme la profondeur, le temps, la pression de l'air, la température et le temps possible sous l'eau en fonction de votre consommation en air. De retour en surface, l'ordinateur de plongée assure également le suivi du temps passé hors de l'eau. Ainsi, vous pouvez mesurer votre intervalle en surface avant votre prochaine plongée. Il existe de nombreux ordinateurs disponibles pour différents types de plongées. Si vous prévoyez de suivre le cours de spécialité de Nitrox SSI, vous devez envisager d'acquérir un ordinateur programmable pour le Nitrox. De même, si vous prévoyez de suivre le cours de spécialité orientation SSI, vous devrez considérer l'acquisition d'un ordinateur avec un compas intégré. Le Divelog SSI permet l'enregistrement permanent des informations concernant votre certification, depuis vos séances théoriques à vos plongées de formation en piscine et en milieu naturel. Il n'est pas seulement important pour l'évaluation de vos compétences, mais aussi pour l'enregistrement de votre expérience en plongée. Le Divelog SSI dispose d'onglets pour le suivi de votre matériel et pour les informations médicales vous concernant. Le Divelog SSI permet d'ajouter de nouvelles pages si nécessaire. La lampe de plongée est un autre exemple d'accessoire très utile pour vos plongées. Une lumière artificielle vous permet de retrouver les véritables couleurs des coraux, même en profondeur. Ainsi, une lampe de plongée peut être utilisée pour différents objectifs, y compris en plongée de jour, en plongée de nuit ou par visibilité limitée ou pour explorer des épaves. Il est toujours utile d'emporter ce que nous appelons un kit de secours. Vous ne souhaitez pas dépenser beaucoup d'argent pour vos vacances et voir votre plaisir gâché par un détail. Pensez à vous munir de choses comme un masque supplémentaire, des joints toriques, une sangle de masque, une solution attibuée, un nettoyant optique, des embouts buccaux supplémentaires, des colliers, des piles, des ampoules et peut-être même un outil universel. Pour obtenir une liste plus complète, consultez votre Divelog SSI complet. La plongée est une question de confort et de confiance. Comme vous le savez désormais, le matériel joue un rôle important dans votre confort et sécurité sous l'eau. C'est pourquoi il y a une différence entre apprendre à plonger et devenir un plongeur. Le plongeur qui investit dans du matériel est un plongeur engagé. Si c'est votre cas, SSI vous recommande d'acheter personnellement du matériel adapté, de grande qualité et de l'utiliser durant votre formation. Vous serez ainsi plus en confiance lors de vos plongées en milieu naturel. Votre Dive Center et votre professionnel SSI sont des experts. Consultez-les lorsque vous avez des questions.
Les accidents dus à la pression de la remontée ou barotraumatisme font partie des plus graves en plongée, mais ce sont aussi les plus faciles à éviter. Ces accidents se produisent généralement chez les plongeurs inexpérimentés ou en raison d'un matériel défectueux ou inapproprié. Étudions comment les 4 composants du Diver Diamond SSI, les connaissances, les compétences, le matériel et l'expérience appropriée, interagissent pour prévenir ces accidents. La prévention des accidents barotraumatiques se fait par l'apprentissage d'un rythme respiratoire efficace, la connaissance de votre condition physique et de vos limites physiques, la compréhension du mécanisme de ces accidents et comment les éviter, la planification de la plongée et une bonne technique de plongée, un entretien et une utilisation correcte du matériel de plongée. La structure pulmonaire. La première chose que vous devez comprendre, c'est le rôle que jouent vos poumons. Ils sont composés approximativement de 300 millions d'alvéoles disposés en grappes à l'extrémité des bronchioles. À chaque inspiration, l'air riche en oxygène passe dans vos poumons grâce aux alvéoles, puis dans vos artères et vos veines pour mener du sang riche en oxygène dans votre corps. Si ce type d'information vous intéresse, demandez plus d'informations à votre professionnel SSI sur le cours de spécialité Théorie de la plongée. Cette formation aborde tous les aspects de la physique de la plongée, de la théorie de la décompression, des techniques du matériel et de l'environnement subaquatique. Dans le chapitre 1, nous avons étudié la loi de Boyle concernant l'augmentation de pression pour décrire les barotraumatismes et la façon dont ces accidents peuvent se produire à la descente. Petit rappel, la loi de Boyle énonce que lorsque la pression augmente, le volume diminue, et que lorsque la pression diminue, le volume augmente. Maintenant, nous étudions comment la loi de Boyle fonctionne en sens inverse. Tout comme nous avons appris à équilibrer la pression, nous allons faire de même avec la respiration, avec de l'air comprimé sous pression. Le réflexe naturel d'une personne lorsqu'elle n'a plus d'air en plongée est tout simplement de retenir sa respiration et de remonter. Par exemple, si un plongeur débutant plongeait à 10 mètres de profondeur, soit 2 bars de pression, et qu'il remplissait les poumons avec 5 litres d'air, s'il remontait à la surface à 1 bar sans expirer, l'air dans ses poumons se dilaterait de façon à remplir un volume de 10 litres, c'est-à-dire 2 fois le volume pulmonaire normal. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est inconcevable, car ses poumons seraient endommagés. C'est pourquoi une personne doit être certifiée avant de commencer à plonger. Votre professionnel SSI vous enseignera comment prévenir tout accident par surpression pulmonaire. Tous les accidents par surpression pulmonaire sont faciles à prévenir. Respirez de façon continue. Il est absolument nécessaire d'avoir une respiration continue, équilibrée et rythmée. Ne respirez jamais de façon saccadée ou irrégulière. Maintenez un bon niveau de condition cardiovasculaire. Assurez-vous d'avoir un matériel de plongée adapté et de qualité. Entretenez-le régulièrement et utilisez-le correctement lors de vos plongées. Remontez doucement, gardez le contrôle et soyez de retour à la surface avec au moins 50 bars ou 500 PSI. Help! I need help! Quickly! Premier secours en cas de surpression pulmonaire. Administrez de l'oxygène si vous êtes qualifié. Soyez prêt à effectuer une réanimation cardio-pulmonaire si vous êtes qualifié. Obtenez de l'aide auprès des services médicaux d'urgence et d'un caisson hyperbare aussi rapidement que possible. Lorsqu'un plongeur fait surface, inconscient ou perd connaissance dans les 6 minutes après avoir fait surface, le cas doit être traité comme étant une embolie gazeuse. La victime doit être immédiatement recomprimée et la perte de connaissance est souvent le seul symptôme de l'accident. Si vous possédez un smartphone, téléchargez l'application gratuite de SSI. Vous y trouverez des informations médicales générales et des informations personnelles permettant d'effectuer un traitement médical approprié. Vous trouverez également la liste des personnes proches du plongeur à prévenir en cas d'urgence.
La principale raison pour laquelle ces accidents surviennent est un manque de planification. Ne jamais tomber en panne d'air est aussi simple que de suivre une planification de plongée. Si vous êtes attentif à votre ordinateur de plongée et que vous plongez dans vos limites, vous n'avez aucune raison de tomber en panne d'air. Notez, SSI recommande un palier de sécurité pour chaque plongée de 3 à 5 minutes à 5 mètres. Avez-vous déjà entendu parler de la maladie de décompression? C'est pourquoi votre ordinateur de plongée est chargé de vous indiquer à quelle profondeur vous pouvez descendre, combien de temps vous pouvez y rester et à quelle vitesse vous pouvez remonter. Nous avons besoin d'oxygène pour rester en vie, mais l'azote ne présente aucun réel avantage. De plus, l'azote est le gaz qui limite notre temps sous l'eau. À la descente, la pression augmente et l'air passe dans le système circulatoire par les poumons, stockant ainsi de l'azote dans le sang et les tissus du plongeur. La circulation sanguine sera saturée très rapidement, mais cela prend bien plus de temps pour les tissus en profondeur. Si vous ne dépassez pas ce délai et que vous remontez doucement en gardant le contrôle, vous pouvez aller et venir en tant que visiteur dans ce monde nouveau. Quel est ce délai? Ne dépassez pas les limites de non-décompression. Votre professionnel SSI vous apprendra ce que sont les limites de non-décompression avec un ordinateur de plongée ou des tables de plongée. Comme énoncé, l'azote est un mauvais gaz qui restera dissous tant que la différence de pression ne soit pas trop élevée. Nous pouvons dire avec certitude que le corps humain peut supporter une certaine quantité d'azote. Il est important de noter que la maladie de décompression ne se produit que lorsqu'un plongeur reste trop longtemps en profondeur et refait surface trop rapidement. Le principal symptôme de la maladie de décompression est la douleur. Celle-ci se décrit comme étant profonde, intense et persistante, surtout dans les articulations. La maladie de décompression peut présenter d'autres symptômes, une éruption cutanée irritante, principalement dans les zones où la peau est fine, des troubles de la vision, une paralysie, une fatigue intense, une perte dextérité manuelle, des vertiges, un engourdissement, une détresse respiratoire, des maux de tête, une perte de connaissance, des pertes de mémoire et des nausées. Le traitement en cas de maladie de décompression ne peut être déterminé que par du personnel médical compétent. Dans la plupart des cas, ce sera une recompression. Le risque de lésion tissulaire est d'autant plus faible si le diagnostic et le traitement sont rapides. Ne réimmergez jamais un plongeur pour tenter une recompression. Définissez toujours un plan d'urgence avant de plonger. Notez les numéros de téléphone et les fréquences radio des secours côtiers, des services d'urgence et toute autre information utile dans votre dive log SSI. Et reportez-vous aux procédures d'urgence de l'application SSI sur votre smartphone. Il existe de nombreux facteurs favorisant l'absorption et l'élimination correcte de l'azote. L'âge, la consommation de drogue ou d'alcool, la chaleur ou le froid intense, d'anciens accidents, une prédisposition à la coagulation du sang, l'obésité, les médicaments, les insomnies, une grande fatigue, la déshydratation. Afin de prévenir la maladie de décompression, il est recommandé d'attendre 24 heures avant de prendre l'avion ou de monter au-delà de 2500 mètres. L'accident suivant, dû à l'augmentation de pression en profondeur, est la narcose à l'azote. L'augmentation de pression de l'azote produit cet effet qui commence généralement à partir de 30 mètres de profondeur, soit 4 bars de pression absolue ou 3,2 bars de pression partielle d'azote. Les symptômes s'intensifient au fur et à mesure que la profondeur augmente. Les symptômes surviennent souvent moins profonds chez les plongeurs peu expérimentés. Les symptômes de la narcose à l'azote sont énumérés selon des profondeurs croissantes. Étourdissement, engourdissement et augmentation de la confiance en soi. Comportement inhabituel, perte de dextérité, vertige, troubles de la vision et de l'audition, incapacité à raisonner ou à suivre la planification de la plongée, inattention au sujet de sa propre sécurité, perte de mémoire récente.
Le véritable danger de la narcose à l'azote est que les symptômes se manifestent subtilement et que le plongeur ne prenne conscience du danger que trop tard. Le traitement contre la narcose à l'azote est relativement simple. Il suffit de remonter vers la surface à moindre profondeur. L'hyperoxie. Comme étudié auparavant, nous avons tous besoin d'oxygène pour vivre. Mais l'oxygène respiré à une pression partielle trop élevée peut être toxique. C'est pourquoi, sous l'eau, nous n'utilisons pas d'oxygène pur. L'hyperoxie se produit lorsque la pression partielle d'oxygène dans le mélange respiratoire approche 1,6 bar. Rappelez-vous, l'air que vous respirez sous l'eau est de l'air comprimé. C'est le même air que nous respirons tous les jours, mais filtré et hautement purifié. En résumé, presque toutes les situations d'urgence en plongée font suite à une erreur du plongeur. En plongeant avec un équipement haut de gamme, adapté et qui vous est propre, il est extrêmement rare qu'un problème survienne suite à un dysfonctionnement du matériel. Généralement, tous les accidents de plongée que nous avons développés peuvent être facilement évités en se faisant conseiller par son Dive Center SSI pour choisir du matériel de plongée haut de gamme et recevoir la formation complète pour l'utilisation de ce matériel et être certain d'avoir compris toutes les caractéristiques conçues pour votre confort, votre confiance et votre sécurité. Gardez un bon niveau de conditions physiques à court et à long terme. Plongez toujours dans votre zone de confort, dans les limites de votre formation et de votre expérience, à des profondeurs raisonnables, en respectant des remontées lentes et sans décompression. Ce chapitre rassemble une multitude d'informations techniques, de risques possibles et de conseils pour les premiers secours en cas d'urgence. Mais ne vous laissez pas submerger. La plongée est amusante et facile lorsque vous êtes correctement formé et équipé. Les connaissances de base de votre physiologie et de la physique de la plongée vous aideront à développer les bons comportements et à remplacer vos craintes et imaginations par la bonne information. Être informé vous permettra avec votre binôme d'éviter les problèmes. Les vagues sont principalement formées par le vent soufflant sur la surface de l'eau. Lorsque le haut des vagues se déplace plus rapidement que la partie inférieure, la partie supérieure se brise et roule au-devant de la vague, créant l'apparition d'une crête blanche. Terminologie relative aux vagues. Hauteur, la distance verticale entre le creux et la crête de la vague. Le creux, le point le plus bas de la vague. Crête, le point le plus haut de la vague. Longueur, la distance horizontale entre deux crêtes ou entre deux creux. Série de vagues, décrit une série ou un groupe de vagues approchant de la plage. Il existe une période de calme relatif entre deux séries de vagues. Intervalle, le temps que prend chaque crête pour passer un certain point. Si l'intervalle est court, les plongeurs auront peu de temps pour se reposer entre deux vagues. La houle, le mouvement d'arrière en avant des vagues lorsqu'elles s'approchent de la plage. Si vous utilisez la houle à votre avantage, vous pouvez vous déplacer sans effort dans l'eau. Laissez la houle vous porter dans la direction où vous voulez aller et conservez votre position lorsque la houle se déplace dans la direction opposée. Les plongeurs expérimentés utilisent cette technique pour se déplacer sur des grandes distances avec une forte houle, sans dépenser trop d'énergie. Le ressac. Lorsque la partie inférieure de la vague touche le fond, elle commence à se déplacer plus lentement que la partie proche de la surface. La partie supérieure de la vague s'accumule alors jusqu'à se briser. En cas de ressac, la partie supérieure de la vague se cisaille et fait avancer un mur d'eau. Un canyon profond près du rivage fait diminuer la hauteur des vagues et fait place ainsi à un léger ressac. Un récif situé près du rivage provoque une augmentation de la hauteur du ressac. Les courants. Avant de plonger depuis le rivage sur un site inconnu, étudiez les mouvements de l'eau et assurez-vous de la présence de sauveteurs ou d'un centre de plongée local.
Il est préférable d'observer les courants sortants depuis un surplomb au-dessus de la plage. Pour repérer un courant sortant depuis la plage, cherchez des ruptures dans la ligne de ressac causée par l'écoulement de l'eau en surface. Les courants sortants se déplacent toujours au large, sur une ligne presque perpendiculaire à la plage. Les courants sortants se déplacent beaucoup plus vite qu'un plongeur ou un nageur expérimenté. N'essayez jamais de sortir du courant en nageant. Les courants sortants ne se déplacent que sur quelques centaines de mètres depuis la plage. Ainsi, pour s'extraire d'un courant sortant, il vous suffit de nager parallèlement à la plage sur quelques mètres. Ensuite, utilisez la force des vagues entrantes pour revenir vers la plage. Apprendre à utiliser les courants à votre avantage peut vous permettre d'accéder à des expériences particulières en plongée. Pour être prêt pour toutes vos aventures de plongée, SSI vous recommande de suivre les cours de spécialité Plongée depuis un bateau et vagues, marée et courant. Un binôme vous aide au cours de toutes les phases de la plongée et vous partagez le plaisir de plonger ensemble. Un binôme aide à la planification de la plongée, à s'équiper, au contrôle du matériel avant la plongée, à la mise à l'eau pendant la plongée, à l'entretien du matériel de plongée et à l'enregistrement des informations relatives à la plongée. Plonger avec un binôme est la seule véritable façon de plonger. Ne plongez jamais seul. Un binôme, c'est un deuxième équipement de plongée complet, un bien-être psychologique et du réconfort en cas de problème ou s'il doit vous aider au fond. Être un binôme efficace demande de la pratique, de la communication et une planification. Pour profiter d'une plongée agréable avec une autre personne, vous devez vous accorder au préalable sur les objectifs et les réalisations de la plongée. Si un plongeur veut faire de la macrophotographie et que l'autre veut explorer les épaves, il sera difficile pour les binômes de rester ensemble. L'équipe de binôme doit s'accorder sur les signaux de communication gestuelle, la technique de descente, la profondeur maximale de plongée, le temps de plongée maximal, la pression de bouteille minimale. Vous devez toujours être de retour en surface avec au moins 50 bars dans votre bouteille. Les caps à prendre au compas, la distance maximale entre plongeurs lors de la plongée, la technique de remontée. Procédure en cas de perte de son binôme. Si vous perdez votre binôme sous l'eau, effectuez des tours complets sur 360 degrés en regardant en haut, en bas et horizontalement. Ne passez pas plus d'1 minute à rechercher votre binôme au fond avant de commencer à remonter normalement. Mettez-vous en flottabilité positive en surface et recherchez votre partenaire. Familiarisez-vous avec le matériel de plongée de votre binôme, en particulier l'emplacement de sa source d'air de secours, son gilet stabilisateur, son inflateur et son système de lestage. Votre binôme de plongée peut être votre conjoint, un ami ou quelqu'un qui vous a été assigné par le Dive Master sur le bateau. Vous pouvez toujours refuser de plonger avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas à l'aise. Faites confiance à vos instincts, peu importe le binôme prévu. Rappelez-vous, votre sécurité et votre confort en milieu naturel sont primordiaux pour toute plongée. Prendre du matériel supplémentaire et être dans les meilleures conditions physiques et mentales ne peut en aucun cas composer les risques accrus d'une plongée en solo. La meilleure façon de plonger, c'est avec un binôme. Il existe de nombreuses raisons à la planification de vos plongées, la principale étant de prévenir les accidents. La meilleure façon de prévenir les accidents et de profiter de chaque plongée, c'est avec un ordinateur de plongée. Ils sont conçus pour les plongeurs d'aujourd'hui et prennent en compte la façon dont nous plongeons réellement. Avec des profils à multiniveaux, un enregistrement automatique du temps de plongée, l'indication de la vitesse de remontée, le calcul des intervalles de surface et l'enregistrement du nombre de plongées réalisées sur une journée ou même sur une semaine. Les ordinateurs de plongée sont agréables, faciles et pratiques d'utilisation. Bien que la plongée avec ordinateur soit la méthode utilisée par la plupart des plongeurs actuels, il est important de comprendre l'effet d'une ou plusieurs plongées sur votre corps. Cela vous permettra de planifier une ou plusieurs plongées en toute sécurité. Avant de commencer à planifier des plongées,
nous devons tous parler le même langage ou utiliser la même terminologie. Voici quelques mots-clés que vous devez connaître pour vous aider à comprendre comment fonctionne un ordinateur de plongée. Profondeur, temps total de plongée, temps de plongée, azote résiduel, intervalle de surface, plongée successive, limite de plongée sans décompression, plongée sans décompression. Les ordinateurs de plongée sont essentiels pour la planification et la réalisation de vos plongées. Ils enregistrent toutes les informations importantes et vous aident à rester dans les limites de plongée sans décompression. Cependant, il existe quelques règles à respecter. Ayez toujours votre propre ordinateur de plongée, ne le partagez pas avec votre binôme, vérifiez le niveau de batterie de votre ordinateur avant la plongée, respectez les limites de votre ordinateur, assurez-vous de respecter toutes les alarmes de sécurité, suivez la vitesse de remontée ou respectez l'alarme sonore pour respecter la vitesse de remontée préconisée. Restez dans vos limites et soyez prudents. Planifiez et réalisez votre plongée avec attention et prévoyez un plan de secours si votre ordinateur tombe en panne. Lors d'une plongée depuis un bateau ou avec un groupe organisé, le directeur de plongée fera très probablement un briefing préalable à la plongée. Ce briefing peut comporter des éléments comme les paramètres de plongée, combien de temps vous pouvez passer au fond, dans quelle direction nager, la règle des 50 bars, etc. Lorsque vous plongez depuis un bateau, planifiez votre plongée, gréez votre matériel et prévoyez de vous équiper et de régler votre matériel de façon à être prêt à vous mettre à l'eau dès l'arrivée du bateau sur le site de plongée. Lors des sorties organisées, la plupart des décisions peuvent être prises par vous, mais il peut être judicieux de questionner le capitaine ou le dive master pour savoir à quel moment vous équiper. Si vous êtes sujet au mal de mer, demandez un médicament à un médecin de plongée et informez également votre responsable de groupe de sorte qu'il vous permette de vous mettre à l'eau dès votre arrivée sur site. En confirmant votre planification, en gréant votre matériel et en prévoyant de vous équiper avant d'arriver sur le site de plongée, vous minimiserez le temps passé sur le pont une fois le bateau ancré. La plupart des capitaines de bateaux s'efforcent de trouver une zone relativement calme. Néanmoins, l'état de la mer varie en fonction des régions. Assorti des préférences personnelles des capitaines de bateau, son état déterminera les techniques à utiliser pour se mettre à l'eau et sortir de l'eau. Soyez vigilants lors du briefing préalable à la plongée, puisque les différentes possibilités seront évoquées. Avant de vous mettre à l'eau, assurez-vous que la zone de mise à l'eau est dégagée, sans plongeur ou autre obstacle, indépendamment de la technique choisie. Votre professionnel SSI vous enseignera les différentes techniques de mise à l'eau lors de vos séances en piscine. Après vous être mis à l'eau, contrôlez votre flottabilité, puis descendez avec votre binôme jusqu'à la profondeur planifiée. Restez ensemble pendant la descente et équilibrez fréquemment pour éviter les problèmes. L'orientation sur Terre peut se faire de deux façons, naturelle ou au compas. Il en est de même sous l'eau. Pour vous orienter sous l'eau, vous devez être capable soit d'utiliser les éléments naturels comme des formations coralliennes, soit de suivre une série de caps sous l'eau. L'objectif est d'éviter le long trajet en surface à la nage pour rejoindre votre point de mise à eau. Dans le chapitre 2, nous vous avons présenté le compas sous-marin comme élément de votre système d'information. Étudions désormais comment il fonctionne. L'aiguille pointant le nord est une aiguille aimantée s'orientant vers le nord magnétique. Elle doit toujours être votre ligne de référence. Toute orientation subaquatique simple est effectuée selon le nord magnétique. La ligne de foi, ou ligne de cap, indique la direction dans laquelle vous nagez. Elle permet d'aligner le corps du plongeur dans la direction à suivre. Avec une ligne de cap sur la vitre du compas, faites simplement tourner la couronne mobile pour positionner le cap à suivre dans la ligne. Cela vous donnera la direction pour revenir au bateau ou au rivage. Comprendre comment s'orienter dans des situations simples ne fait pas de vous un spécialiste de l'orientation, mais vous donne les principes de base. Si vous souhaitez en apprendre plus et devenir spécialiste de l'orientation,
interrogez votre professionnel SSI à propos du cours de spécialité SSI Orientation. Les remontées doivent être planifiées. Cela veut dire que votre binôme et vous devez utiliser un tiers de votre aire pour l'aller, un tiers pour le retour au bateau et votre palier de sécurité, et revenir au bateau avec 35 bars ou 500 PSI chacun. Pour cela, vous devez tous deux contrôler régulièrement votre système d'information. Lorsqu'il est temps de remonter vers votre palier de sécurité et que vous êtes en flottabilité neutre, souvenez-vous que votre bouteille est plus légère en raison de l'air consommé. N'oubliez pas, lorsque la pression diminue, le volume augmente. Pour purger votre gilet, tenez le tuyau de purge de votre gilet stabilisateur dans la main gauche et votre système d'information, l'ordinateur de plongée, pour une remontée contrôlée, lente et agréable. Regardez vers le haut pendant la remontée pour vérifier où est le bateau, la ligne de mouillage, la ligne de descente ou la bouée, et restez près de votre binôme. Les plus grandes variations de pression ont lieu entre 0 et 10 mètres. Plus vous remontez lentement de cette profondeur vers votre palier de sécurité, mieux c'est. En surface, gonflez votre gilet stabilisateur pour flotter. SSI recommande un palier de sécurité pour chaque plongée de 3 à 5 minutes à 5 mètres. Conservez votre équipement jusqu'à ce que vous soyez sur le pont du bateau. Les seules exceptions peuvent être d'enlever vos palmes pour remonter à l'échelle, d'enlever votre leste pour vous mettre en flottabilité positive, ou d'enlever du matériel et de le donner à quelqu'un si votre capitaine vous le demande. Choisissez toujours les procédures les plus appropriées aux conditions de plongée pour vous mettre à l'eau et sortir de l'eau. Prenez quelques précautions en cas de chute accidentelle dans l'eau. Conservez votre masque en place pour voir, votre détendeur ou votre tuba en place pour respirer et votre gilet de stabilisation gonflé pour flotter. Après votre plongée et après avoir rincé et rangé votre matériel pour la prochaine plongée, il est temps de compléter votre dive log. SSI est convaincu qu'il est essentiel de tenir un registre précis de vos informations personnelles et de vos plongées. Bien sûr, votre ordinateur de plongée en fait de même, mais il n'enregistre qu'un certain nombre d'informations. Ce qui rend une plongée agréable ou pas, c'est de savoir quelle combinaison isothermique porter et quel est le bon lestage en fonction des plongées. Pourquoi ? Parce que la prochaine fois que vous irez plonger, vous ne vous souviendrez pas nécessairement combien de plomb vous aviez avec cette combinaison, sauf si vous l'avez noté. La plongée est un sport d'infinie découverte. De nouvelles plongées, et votre dive log deviendra la mémoire permanente de tous les souvenirs merveilleux que vous aurez eus en plongée. Et ça, c'est inestimable. Votre professionnel SSI vous accompagnera dans la découverte de votre dive log SSI et pour utiliser, complétez chaque page. Votre dive log deviendra aussi le lieu d'enregistrement de vos plongées et de certification pour l'open water et de tous les autres cours que vous déciderez de suivre. Les dive centers et resorts vous demanderont votre dive log pour attester les différents types de plongées pratiquées et de l'expérience que vous possédez. À nouveau, un grand nombre d'informations vous ont été présentées dans ce chapitre concernant les conditions environnementales, la relation binôme, la planification des plongées et leur réalisation. Un tel volume d'informations peut paraître lourd, mais en maîtrisant toutes ces informations, vous deviendrez rapidement un plongeur sûr et compétent, prêt à vivre pleinement de nombreuses années de merveilleuses aventures sous-marines. La surface de notre planète est en réalité constituée de très peu de terres émergées. 72% de cette surface correspond à de l'eau. Plus de 85% de l'oxygène est produit par les plantes marines. Même la photosynthèse sur Terre a besoin d'eau provenant des océans. Nous sommes tous reliés directement ou indirectement aux océans, qui sont les grands gardiens du monde.
nous devons faire de notre mieux pour que les océans restent propres et exempts de toute pollution. Nous devons les laisser dans leur état originel si nous souhaitons pouvoir continuer à apprécier leur beauté naturelle. Pour vous, les océans peuvent être de fantastiques terrains de jeu, mais les terrains de jeu sont divertissants et excitants seulement si nous les conservons propres et bien entretenus. Les coraux sont des colonies animales qui construisent des structures de calcaire, formant souvent des récifs étendus dans les eaux tropicales peu profondes où domine la lumière du soleil et les eaux chaudes. Les animaux du corail, ou les polypes, se fixent de manière permanente à une surface telle qu'un rocher et construisent lentement autour d'eux des structures et des réseaux protecteurs que nous percevons comme des récifs coralliens. Certains coraux sont fragiles et d'autres sont coupants ou urticants. Ces coraux peuvent être facilement endommagés par des plongeurs négligents qui heurtent les coraux avec leurs palmes ou se cognent dans les récifs avec leurs bouteilles. Pour éviter de vous blesser sur le corail, attachez bien votre matériel et maîtrisez votre flottabilité au-dessus des récifs. Il est aussi recommandé de rester à une certaine distance du récif pour éviter de l'endommager. Il est préférable d'apprécier les récifs avec les yeux qu'avec les mains. Le simple fait de toucher les coraux peut leur enlever une couche de mucus protecteur, les rendant plus sensibles à des lésions ou à des infections. Hélas, dans cette vidéo, nous n'avons pas suffisamment de temps pour vous montrer la totalité des 40 000 espèces de poissons des océans de la planète. Si vous êtes particulièrement intéressé par la vie marine ou par la photographie sous-marine, interrogez votre professionnel SSI au sujet des cours de spécialité, photographie numérique et identification de la vie marine. Nous sommes tous émerveillés par l'incroyable beauté du monde sous-marin. Comme vous l'avez appris, il s'agit d'un écosystème délicat et équilibré. Et nous espérons que vous aiderez à protéger cette ressource inégalable. Il y a 3 choses que vous devez faire pour protéger cette ressource. Évoluez en flottabilité neutre à tout moment. Gardez votre matériel collé à vous, aucun équipement ne doit traîner au risque d'endommager le récif. Soyez toujours un plongeur responsable. Bien que les plongées au large et depuis le rivage soient populaires, il existe de nombreuses possibilités intéressantes de plonger en eau douce à l'intérieur des terres. De nombreux plongeurs vivent trop loin des côtes pour pouvoir plonger exclusivement en mer. Ils trouvent donc des sites de plongée variés et intéressants près de chez eux. Les sites de plongée de l'intérieur des terres peuvent par exemple être des lacs, des rivières, des carrières, étangs et mines, pour n'en citer que quelques-uns. Votre bien-être physique est un élément très important, mais souvent négligé en plongée. Plus vous serez en forme physiquement, plus vous profiterez de votre vie, y compris de la plongée. Il existe certaines choses très importantes que les plongeurs doivent faire ou ne pas faire. Par exemple, les boissons alcoolisées ou les drogues ne font pas bon ménage avec la plongée. Lorsque vous plongez, assurez-vous de consommer des boissons appropriées sans alcool pour éviter la déshydratation. L'eau est ce qu'il y a de mieux. Démarrez votre journée de plongée avec un bon petit déjeuner, avec des aliments non féculents, puis mangez raisonnablement tout au long de la journée de plongée. Portez une protection isothermique adaptée. Après plusieurs jours de plongée et plusieurs plongées par jour, votre température corporelle peut baisser. L'eau dans laquelle vous plongez depuis le début de votre séjour vous semblera plus fraîche vers la fin de vos vacances.
C'est pourquoi la plupart des Dive Masters travaillant dans les mers tropicales portent toujours une protection isothermique. Les plongeurs doivent éviter de fumer. De plus, les pneumologues constatent que le tabagisme est contradictoire avec la plongée. Votre bien-être physique et psychique est une composante importante de votre confort et de votre sécurité en plongée qui est bien trop souvent oubliée. Pour devenir un plongeur aujourd'hui, il n'est pas nécessaire d'être un surhomme. Mais il y a certaines dispositions pleines de bon sens à prendre pour augmenter votre confort et votre confiance dans ce sport merveilleux. L'une de ces dispositions est de participer au cours de spécialité Stress and Rescue, durant lequel vous apprendrez non seulement comment prendre soin de vous-même, mais aussi comment détecter et traiter le stress et comment aider votre binôme en cas d'urgence. L'utilisation d'un matériel inhabituel, inadapté ou qui fonctionne mal peut être la cause d'un état de stress et ainsi provoquer une panique. C'est pourquoi nous vous recommandons autant que possible de choisir et d'acquérir votre propre matériel et de le faire entretenir par votre Dive Center SSI. Utilisez votre checklist de préparation de la plongée et vérifiez chaque élément avant chaque plongée. Vous pouvez éliminer la quasi-totalité des problèmes possibles avec de l'autodiscipline. Restez toujours dans vos limites et vos capacités. Vous avez toujours le droit de refuser de plonger si vous ne vous sentez pas à l'aise ou si vous avez le sentiment que les conditions de plongée sont au-dessus de vos capacités. Vous êtes capable d'aider votre binôme en cas d'enchevêtrement ou pour partager de l'air. Vous n'êtes pas capable d'aider un plongeur dans une situation avancée de panique si vous n'êtes pas formé pour cela. Faites tout ce que vous pouvez sans vous mettre vous-même en danger. Prévention de la panique. Vous pouvez facilement éviter une panique par une réaction appropriée. Celle-ci doit être comme une seconde nature lors de situations difficiles. Reprendre le contrôle, répondre et réagir. Suivez le cours de spécialité correspondant au type de plongée que vous effectuez. La plupart des plongeurs qui se trouvent en situation difficile admettent que cela a été provoqué par le non-respect des règles de base de la plongée ou en pratiquant un type de plongée pour lequel ils n'étaient pas formés. Évaluez honnêtement vos limites en plongée. La nécessité de réussir ou de faire plaisir à quelqu'un d'autre entraîne souvent le plongeur au-delà de leurs limites. Soyez honnête avec vous-même. Ne plongez pas si vous sentez que vous ne devriez pas, peu importe la raison. Ne laissez pas votre conjoint, votre famille, vos amis, vos collègues ou toute autre personne pour forcer à effectuer une plongée pour laquelle vous ne vous sentez pas en confiance. Vous connaissez vos capacités mieux que quiconque. Souvenez-vous, la plongée est censée être un sport de plaisir. Entretenez correctement votre matériel avec le programme SSI, Technique du matériel. La principale raison pour laquelle il est nécessaire de calculer sa consommation en air, c'est de savoir combien de temps nous pouvons passer à une certaine profondeur. Une fois que la quantité d'air disponible et que votre consommation en air à la surface sont connues, il devient facile de planifier une plongée. Calculer le temps possible en profondeur nécessite les éléments suivants: la profondeur prévue, le volume de la bouteille, la pression d'air disponible en barre, la consommation en air à la surface. Le cours de spécialité plongée profonde intègre la planification approfondie de la plongée avec des informations plus détaillées permettant de prévoir votre plongée, la gestion du gaz et de calculer le temps d'immersion en fonction de divers paramètres et diverses configurations d'équipement. Interrogez votre professionnel SSI pour avoir plus d'informations sur ce cours de spécialité. Si vous respectez les règles de la plongée en scaphandre, vous ne devriez jamais être en situation de panne d'air. Mais si cela arrive, voici un des plus graves exemples d'urgence en plongée: la panne d'air en profondeur. La première réaction face à une panne d'air en profondeur, c'est le choc et une poussée d'adrénaline provoquée par la réaction de combat ou de fuite. C'est là que votre formation prend tout son sens. Vous réalisez immédiatement qu'une remontée panique incontrôlée aurait de graves conséquences. Prenez un moment pour reprendre vos esprits
et refusez la réaction instinctive. Votre binôme est proche de vous. Votre première option est une action collective. Faire le signe « Je n'ai plus d'air » et partager l'air. Votre binôme est trop loin de vous, mais vous êtes peu profond. Effectuez une remontée contrôlée à la palme. Votre binôme est trop loin et vous êtes en profondeur. Effectuez une remontée d'urgence au gilet. Vous devez vous engager à revoir les procédures relatives à la remontée d'urgence pour les mémoriser jusqu'à ce qu'elles fassent partie de votre comportement de plongeur. Les qualités les plus importantes chez un plongeur. La maturité, le discernement et l'engagement dans la formation continue aux techniques de plongée appropriées pour la sécurité. Chaque plongeur responsable s'engage à plonger dans les limites de ses aptitudes et de sa formation, évaluer les conditions avant chaque plongée et à s'assurer qu'elles correspondent à ses capacités, connaître et vérifier son matériel avant et pendant chaque plongée. Respecter le système de binôme et ses avantages. Accepter la responsabilité de sa propre sécurité lors de chaque plongée. Respecter l'environnement à chaque plongée. Après avoir été certifié, vous êtes prêt pour une vie d'aventure. La plongée offre d'infinies possibilités d'exploration, de découverte, d'apprentissage et de nouvelles expériences. Vous pouvez aller aussi loin que votre passion et votre enthousiasme vous portent. Pénétrer le monde sous-marin en tant que plongeur autonome qualifié est une expérience passionnante. La connaissance vous donne le contrôle, ainsi la pratique de la plongée devient plus agréable à chaque fois que vous entrez dans l'eau. La formation continue ajoute du plaisir à la pratique et vous ouvre de nouveaux horizons sous-marins. Votre certification Open Water Diver n'est que le point d'entrée dans le système éducatif SSI. Les cours de spécialité de SSI vous enseignent comment pratiquer les différentes activités de plongée bien spécifiques et il existe de nombreux cours de spécialité. En combinant des spécialités et de l'expérience, vous pouvez obtenir les niveaux de reconnaissance de formation continue SSI suivants: Specialty Diver, Advanced Open Water Diver et Master Diver. Devenir un professionnel de la plongée est une suite possible de votre parcours de formation. Si guider des plongées vous intéresse, si vous souhaitez assister d'autres professionnels de la plongée ou faire carrière dans la plongée à l'air, interrogez votre professionnel SSI et le personnel de votre Dive Center concernant les nombreux niveaux d'encadrement tels que le Dive Guide, le Dive Master, le Dive Control Specialist et même Open Water Instructeur SSI. Vous avez appris les bases de la plongée lors de votre formation Open Water Diver. Vous pouvez désormais dire que, comme l'illustre de Diver Diamond, des connaissances adaptées, des compétences adaptées, du matériel adapté et de l'expérience rendent la plongée agréable. Le reste vous incombe. Travaillez avec votre professionnel SSI, posez-lui des questions et prenez plaisir à apprendre et à acquérir l'expérience requise pour devenir un plongeur à l'aise et en confiance.